Nivine, bonjour. Faut-il davantage se préparer à la guerre ? Eh bien, c'est en tout cas ce que font clairement nos voisins. Dernier exemple en date, vous l'avez cité, l'Allemagne qui a donc commencé à recenser les abris et bunkers où la population pourrait se réfugier en cas d'attaque. Ce sont par exemple les caves des particuliers, les stations de métro ou encore les parkings souterrains. Une fois ce recensement terminé, eh bien, un répertoire numérique de tous ces bunkers sera établi afin que les Allemands puissent les trouver rapidement à l'aide de leur téléphone portable. Le gouvernement allemand n'est pas le seul à préparer sa population à une éventuelle guerre. La semaine dernière, la Suède a envoyé 5 millions de manuels de survie comme celui-ci, un fascicule d'une trentaine de pages qui explique par exemple comment préparer un kit de survie, localiser un abri, constituer un stock d'eau et de nourriture ou encore comment réaliser les gestes de premier secours. Alors ce n'est pas la première fois que la Suède publie ce genre de fascicule, c'est le 5e. La dernière édition date de 2018, c'est assez récent, mais compte tenu évidemment du contexte géopolitique, Stockholm a décidé de mettre à jour sa brochure. La semaine dernière, le gouvernement finlandais a lui lancé un site internet baptisé « Se préparer aux incidents et aux crises » qui avec plusieurs questions. Où se réfugier ? Que dois-je prendre en cas d'évacuation ? Qui doit faire quoi ? Et à cette dernière question, la réponse, elle est très simple. Tout le monde devra mettre la main à la pâte. Voilà ce que dit le gouvernement finlandais. Tous les citoyens finlandais ont le devoir de défendre leur pays et chacun joue un rôle important dans la défense de la Finlande. Justement, Nivine, pour préparer les esprits, il y a certains pays qui misent sur la conscription. Que font nos voisins ? Eh bien, de plus en plus de pays ont justement réinstauré ce service militaire. C'est le cas dernièrement de la Lituanie ou de la Suède. La Serbie et la Croatie le feront à partir de 2025 et le service militaire n'a jamais été supprimé en Finlande, justement, on en parlait il y a quelques instants, mais également en Estonie. Il est désormais ouvert aux femmes volontaires. Au Danemark, par exemple, mais également en Norvège. Et puis, d'autres pays réfléchissent très sérieusement à rétablir la conscription. C'est le cas, par exemple, de l'Allemagne ou encore du Royaume-Uni. Nos voisins allemands, par exemple, ont invité tous les jeunes de 18 ans à remplir un questionnaire sur leur volonté et leur capacité d'effectuer leur service militaire. Ils seront contactés si besoin. L'Allemagne manque cruellement de volontaires. 5000 places sont encore vacantes. Merci beaucoup Nivine. Venez donc nous rejoindre. Nous prenons pour commencer la question de Rémi. Bonjour à vous Rémi. Vous êtes donc de Courbevoie. Votre question elle va s'afficher. Y a-t-il un plan similaire à celui de l'Allemagne concernant les abris en France ? Qui veut répondre ? Xavier ? Écoutez, pour le moment, on n'en a pas entendu parler de la part du gouvernement. Yael Gauze a posé la question. On attend la réponse, mais a priori, non, pas encore. Mais de toute façon, en fait, en France, il y a 1000 abris anti-atomiques. Donc des abris prévus pour pouvoir survivre à une attaque atomique. Évidemment, on n'en est pas du tout là. En fait, ce qu'il faut faire pour le moment, c'est répertorier, comme le fait l'Allemagne, et puis utiliser les applis téléphone portable. Je pense que ça va arriver très vite, parce que ça peut même être des initiatives privées. Je me rappelle, en Ukraine, il y a au moins 4 applis qui vous alertent quand il y a une menace de missiles lancés par les Russes. Et quand il y a une alerte que vous recevez sur votre téléphone portable, est indiqué quasi automatiquement pour ces 4 applications l'abri le plus proche où vous pouvez vous réfugier. Il y a un système similaire qui existe en Israël. Il y a des abris disséminés un peu partout. Alors, ces abris sont de différentes natures, parce que en Israël, par exemple, vous pouvez avoir des abris qui sont les abribus, sont prévus pour résister aux roquettes lancées par le Hamas. On n'est pas dans la puissance que pourrait avoir une bombe lancée par la Russie, mais déjà, ça permet de survivre à une attaque basique. Le gouvernement, Yael, est-ce que vous voyez de son côté un début de frémissement de ce côté-là, une réflexion pour se dire pourquoi pas faire comme l'Allemagne, en somme, hein. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a dans les mots en tout cas l'idée qu'il faut mieux se préparer, intégrer cette nouvelle donne dans nos esprits. Emmanuel Macron parlait de régénération en début d'année, au mois de janvier, de réarmement civique, d'uniformes à l'école, de refaire des républicains
comme Ferdinand Buisson, le pédagogue, le disait sous la Troisième République. Ça donne quoi? Ça donne chez Sébastien Lecornu un plan d'action au ministère des Armées qui vise à redonner toute sa dimension à la journée de défense et de citoyenneté. Doubler le nombre de réservistes, il y en a 40 000 aujourd'hui en France, à 80 000 dès 2030. Et ça passerait par un meilleur recensement, une meilleure utilisation de cette journée de défense et de citoyenneté. Vous savez, c'est l'ancienne journée d'appel à partir de 16 ans. L'idée de mieux faire prendre conscience des enjeux militaires côté français, des menaces, du rôle qu'ils peuvent jouer dans l'armée ces jeunes. Et d'ailleurs, il y a un petit regain de patriotisme. 57% des jeunes des 18-25 ans se disent prêts à s'engager dans l'armée en cas de guerre. Ça, c'est une étude de l'an dernier réalisée par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Donc on voit quand même que politiquement dans les mots, ça bouge. Et Sébastien Lecornu dit « Je remilitarise la journée de défense et de citoyenneté ». Intéressant. Et regardons aussi cette séquence du côté de la Suède quand la télé fait la promotion en quelque sorte de ce manuel des bonnes pratiques en cas de guerre, en cas de crise. La campagne de prévention a démarré aujourd'hui avec le lancement de cette brochure. Elle s'appelle « En cas de crise ou de guerre ». La protection civile donne dedans des conseils à la population sur les bons réflexes à avoir et à suivre en cas d'alerte. La nouvelle brochure sera envoyée à tous les ménages suédois et contient plein de nombreuses nouveautés. Xavier, est-ce que ces pays ont une plus grande conscience de ce qui est en train de se passer, ou est-ce que c'est la menace qui devient plus grave ? Mais c'est les deux. Culturellement, les pays du Nord, Suède, Finlande. La Finlande partage 1340 km de frontière avec la Russie. Donc forcément, et la Finlande a été sous le joug de la Russie. Rappelez-vous la finlandisation au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, c'est plus facile de motiver les gens et on a plus d'habitudes qu'on peut en avoir dans nos pays. Ceci dit, un fascicule comme celui-ci, c'est très intelligent, c'est très intéressant parce que ça s'applique à la guerre, mais ça peut s'appliquer aussi aux cataclysmes naturels qu'on peut avoir lorsque vous êtes, comme il y a quelques jours, bloqué sur une autoroute par -5, qu'il y a de la neige qui tombe et que vous ne pouvez pas descendre de votre voiture. C'est bien d'avoir à bord de quelques biscuits pour manger, d'avoir une radio qui fonctionne, d'avoir un duvet éventuellement dans votre voiture, des habits chauds, de l'eau, surtout, ça c'est très important. Tous ces conseils, on peut les rappeler régulièrement et dans cette brochure, il y en a bien d'autres évidemment. Regardez ce que dit Naïma qui est à Tourcoing. Bonjour Naïma, donc dans le Nord. C'est pas une question, c'est une interpellation. Il est temps de préparer la population pour lui laisser le temps d'être formée et d'intégrer les consignes de sécurité. Retarder la diffusion de ces informations aux citoyens pourra être reproché au gouvernement. Est-ce qu'elle a tort, Naïma ? Non, elle a raison, Naïma, mais ça fait partie d'un changement de culture. Je vous dis, moi j'ai grandi, les quadragénaires ont grandi avec la fin de l'histoire. Cette idée que du chercheur Francis Fukuyama, qu'il n'y aurait plus que des démocraties libérales dans le monde et qu'il n'y aurait plus d'affrontements. C'est pas du tout ce qu'on vit. On vit le retour de la guerre. On a vécu en paix pendant 80 ans depuis la Seconde Guerre mondiale et d'un seul coup, il y a un choc qui s'opère. On voit bien qu'il faut être prêt aussi à défendre ce modèle démocratique. Donc oui, elle a raison, Naïma. Bien sûr qu'il faut conscientiser le plus vite possible nos concitoyens à ces risques, à cette réalité, à comprendre qui sont nos potentiels adversaires ou ennemis et comment il faut se préparer. Et voilà, on n'est plus dans le monde des bisounours, quoi. Xavier ? Naïma a tout à fait raison. On pourrait faire en France une brochure comme l'ont fait les Suédois. On pourrait alerter, prévenir les gens, leur expliquer ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas non plus être totalement catastrophique. Le jour où la Russie enverra une bombe sur la France n'est pas encore arrivé, même si Vladimir Poutine, jeudi dernier, a prévenu. Il peut viser avec son missile balistique de moyenne portée tous les pays d'Europe. Mais ça, on le sait, a priori, c'est pas exactement pour demain. Donc surtout, moi ce que je voudrais pas, c'est qu'on panique. Il n'y a pas de panique du tout. Il faut se préparer, il faut prendre des précautions assez simples en fait, et des précautions que les gens prennent déjà. Je vous le disais tout à l'heure, en cas d'intempérie, il faut aussi pouvoir être prêt pour être en sécurité le temps que ça passe. J'aime bien, encore une fois, cet appel au calme. Non, mais c'est nécessaire. Oui, parfois. il ne faut pas affoler tout le monde. Il ne faut pas affoler tout le monde. Mais il y a quand même quelques inquiétudes chez nos voisins. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Non, ça existe, plus. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Chez nos voisins, on ne fait pas que préparer les esprits, d'ailleurs, Nivine. Parfois, on monte même des murs, on construit des murs. Exactement. Tous les pays frontaliers avec la Russie sont actuellement ou ont déjà construit un mur. C'est le cas de la Finlande qui a lancé les travaux en septembre 2022. La Norvège a commencé il y a maintenant 3 mois. Les 3 pays baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont également annoncé
annoncé en janvier dernier qu'ils allaient construire ensemble un mur le long de la frontière évidemment avec la Russie, mais également avec la Biélorussie. Ça représente quasiment 700 km de fortifications. Donc c'est des barbelés, des bunkers, des dents de dragon qui devraient faire leur apparition ces prochaines années. En plus de ces murs en dur, entre guillemets, les 3 pays baltes ainsi que la Finlande, la Pologne et la Norvège veulent également ériger un mur de drones sur plus de 3800 km. Alors concrètement, ce seraient des drones qui survoleraient les frontières en permanence et chargés de vérifier évidemment qu'il n'y ait pas de traversée. Alors en matière de préparation et de fortification, ce sont les Polonais évidemment qui sont les plus ambitieux. Depuis un mois, la Pologne a notamment commencé à construire un bouclier oriental, comme le qualifie le Premier ministre polonais Donald Tusk. C'est tout simplement un mur de 400 km avec là encore des fortifications avec la Biélorussie, mais aussi avec l'exclave de Kaliningrad. Les travaux au total vont durer 4 ans et au total, ce sont plus de 2 milliards d'euros qui seront investis par la Pologne pour protéger ses frontières. Oui, Xavier. Alors là, Nivine nous parle de pays qui sont vraiment en première ligne, puisqu'ils ont des frontières avec la Russie, qui se protègent. Moi, je me souviens être allé à la frontière entre la Pologne et Kaliningrad il y a un peu plus de 2 ans et demi. Il y avait un simple grillage, il n'y avait pas beaucoup plus. Alors, il y avait des mesures électroniques qu'on ne voit pas forcément, mais c'était assez rudimentaire. Donc, effectivement, il faut les renforcer. Ceci dit, ces murs, ces grillages n'arrêteront pas les chars de l'armée rouge s'ils déferlaient sur l'Europe, bien évidemment. Et dans un premier temps, ils servent aussi à se protéger contre une forme de guerre asymétrique menée, on l'a vu, par la Biélorussie, par la Russie, qui consiste à nous envoyer en masse des migrants qui veulent rejoindre l'Europe. Et pour la Pologne notamment, c'est extrêmement important de pouvoir contrôler ce flux migratoire qui peut être utilisé par Vladimir Poutine comme une véritable guerre. Avons-nous les moyens militaires, hommes, armes, etc. pour entrer, on va voir la question de Philippe s'afficher, pour entrer dans un conflit armé avec les Russes? Philippe qui est à Héry dans l'Yonne. On en a les moyens, Claire? Les moyens militaires, je vais laisser. Non, bien sûr, je me tournerai vers Xavier pour les moyens militaires, mais en ce qui vous concerne. Mais l'effort sur le budget de la défense, c'est sûr qu'il s'est accru. Pendant des années, on avait plutôt tendance à baisser les dépenses militaires. Or là, on voit bien qu'il y a eu une loi de programmation militaire qui court de 2024 à 2030 et pour lequel il y a un budget de 400 milliards d'euros. Donc c'est un effort conséquent. Et puis le budget 2025, on en parle souvent. Il y a plutôt énormément de ministères qui ont dû faire des coupes. Eh bien, pas le budget de la dépense qui augmente de la défense, qui augmente de 3% à 50 milliards d'euros. Oui. Non, pour répondre à Philippe, 2 éléments. Un, nous ne serions pas seuls. On en revient toujours à l'OTAN, à la coalition de l'OTAN. Et 2, dissuasion nucléaire, le conflit armé avant le conflit armé, il y aurait forcément cette escalade et cette dissuasion nucléaire qui fait que les 2 armées se neutralisent en disant on fait rien parce que sinon on s'envoie la bombe nucléaire à la figure. Donc voilà, il y a, à mon avis, le conflit armé classique, conventionnel n'est pas à l'ordre du jour. Oui, le problème, c'est de définir le conflit armé. La France s'est spécialisée ces dernières décennies dans la projection de force, c'est-à-dire d'envoyer extrêmement rapidement ce qu'on pourrait appeler un corps expéditionnaire pour régler des crises. Dans ces conditions-là, on pourrait très rapidement mobiliser 20 000 hommes, mais pas plus, sachant que la force combattante en France, c'est un peu plus de 70 000 hommes. Donc 20 000 hommes, ça peut servir à quoi? Ça peut faire partie d'une coalition qui irait défendre, par exemple, les frontières des États baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, ou les frontières de la Pologne, si ces pays étaient attaqués sur leurs frontières. Mais ça encore, ça paraît pour le moment extrêmement loin. Quand on voit que les Russes progressent aujourd'hui en Ukraine, dans le Donbass, au mieux de 400 à 500 mètres par jour, au maximum, c'est vraiment, et encore ils ont accéléré ces derniers temps, on n'est pas sur ce genre de guerre pour le moment. Alors, le conflit de haute intensité aux frontières de la France, c'est pas pour demain une nouvelle fois. C'est pas pour demain. Mais ce qu'a déclaré le chef du comité militaire de l'OTAN, Rapp Bauer, résonne quand même à nos oreilles assez fort quand il dit qu'il faut que l'économie, les entreprises se préparent au scénario de guerre. Les chefs d'entreprise d'Europe et d'Amérique doivent prendre conscience que les décisions commerciales qu'ils prennent ont des conséquences stratégiques pour la sécurité de leur nation. Les entreprises doivent se préparer à un scénario de guerre et adapter leurs lignes de production et de distribution en conséquence. Car si ce sont les militaires qui gagnent les batailles, ce sont les économies qui gagnent les guerres.
Alors Claire, on en est où? Alors, est-ce que vous dites effectivement les entreprises doivent prendre conscience et se préparer à la guerre parce qu'elles n'ont pas suffisamment conscience et qu'elles ne sont pas assez prêtes? Et est-ce que vous avez l'impression que déjà des réflexions sont en cours? Alors ce que j'entends dans cette déclaration, c'est les lignes de production qui doivent être adaptées et ça, on s'y est adapté. C'est-à-dire que l'industrie de la défense, elle a considérablement accéléré la cadence depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On travaille aussi à relocaliser la production par exemple d'obus, de poudre pour les obus. Donc ça, c'est un travail de réflexion qui est mené. Après, sur le reste de l'économie, j'ai jamais entendu parler de plan pour se préparer à une guerre. Contrairement, par exemple, à ce qui se fait en Allemagne, on parlait tout à l'heure du recensement des bunkers en Allemagne, les entreprises ont été priées par l'armée allemande de réfléchir à un plan, effectivement, si jamais une guerre était déclarée. Par exemple, l'un des conseils, c'est que 5% des salariés passent le permis poids lourd. Ah oui, si jamais il y a un conflit, comme ça, pour qu'ils puissent conduire des camions, etc. Et puis, l'armée allemande a aussi répertorié les infrastructures qui doivent être protégées en priorité en cas de guerre. À ma connaissance, il n'y a pas ce genre de plan en France. Le MEDEF, je leur ai demandé ce matin, ils ne m'ont pas apporté de réponse. C'est peut-être en gestation dans certaines entreprises, mais je n'ai pas entendu parler de plan officiel, en tout cas. Regardez ce que nous dit Agnès, et c'est intéressant parce qu'Agnès, elle est en Pologne, elle est à Varsovie. Et donc, bonjour à vous depuis la Pologne, Agnès. Merci de nous regarder. N'y a-t-il pas une cassure dans toute l'Europe entre ceux qui acceptent l'idée d'une guerre pour leur pays seulement et ceux qui le feraient pour l'idée européenne? Je vous voyais réagir. Oui, complètement. On le voit assez nettement quand on regarde par exemple le retour du service militaire. C'est comme pour les fortifications, ce sont les pays qui sont frontaliers avec soit la Russie, soit la Biélorussie, soit l'exclave de Kaliningrad, puisque nous, à l'ouest, on est relativement épargnés. Xavier le disait très justement, la France, l'Espagne, le Portugal ou même le Royaume-Uni ne sont pas directement menacés, en tout cas par une invasion terrestre de la part de la Russie. Donc forcément, si nous on le fait, c'est par solidarité avec les pays de l'Est, puisque physiquement, eh bien, la frontière fait que on est protégé naturellement. Je voudrais qu'on écoute maintenant, merci Nevin, une autre déclaration de Rob Bauer de l'OTAN et qui dit ceci par rapport à la préparation aux frappes en direction de la Russie. L'idée, c'est de répondre uniquement lorsqu'on est attaqué. Attendre qu'ils nous tirent dessus pour intercepter les missiles. Plus intelligent encore, il faudrait attaquer les installations qui sont en Russie si la Russie nous attaque. Donc nous avons besoin d'une combinaison de frappes de précision en profondeur avec lesquelles on pourrait détruire le système d'armes qui serait utilisé pour nous attaquer. Et évidemment, parce que nous avons une ligne défensive, nous prendrons le premier coup. Parce que la Russie commencera le conflit, et pas nous. Voilà, lui aussi nous dit qu'il faut se préparer, Xavier. Mais je voudrais que vous nous aidiez à comprendre vraiment la portée de cette déclaration, de ce que ça veut dire très concrètement. Alors en fait, l'OTAN se prépare en permanence face aux menaces, au pluriel évidemment. Là, aujourd'hui, on est tous d'accord, la menace russe est prégnante. La menace chinoise, elle viendra peut-être, mais dans un second temps, elle sera plutôt commerciale et vers Taïwan. Ce que nous dit Rob Bauer, c'est que si jamais la Russie déclenchait les hostilités, par exemple avec des frappes de missiles balistiques, il faudrait réagir tout de suite. Il y a des capteurs, il y a des satellites qui permettent de voir que les Russes sont en train de préparer, de lancer des missiles vers l'Europe, si jamais ça arrivait. C'est pas le cas actuellement, bien évidemment. Et à ce moment-là, il faut aucun retard dans la réaction de l'OTAN. Il faut frapper de suite les sites de lanceurs pour qu'ils ne puissent pas le faire ou qu'ils ne puissent pas réitérer leur lancement. Et ça demande une réaction, mais qui est au niveau politique, qui n'est pas au niveau militaire. C'est pas un commandant de l'OTAN qui va décider tout seul d'activer des contre-mesures, d'activer des tirs sur des lanceurs russes. Ça se prend au niveau politique et vous imaginez bien, surtout avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, que les choses se compliquent. Il faut que la chaîne de commandement jusqu'aux politiques soit extrêmement rapide, voire quasi instantanée. Ça, il faut le prévoir. Par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à l'économie, le gros problème, c'est notre indépendance stratégique. C'est-à-dire que les entreprises européennes, américaines aussi dans une autre mesure, ne sont pas indépendantes par rapport au reste du monde. Ce que dit Rob Bauer, c'est qu'il faut à tout prix essayer de faire descendre notamment nos importations de matériaux sensibles, qu'ils soient militaires ou pour la construction par exemple de voitures, en provenance de Chine. Imaginons qu'il y ait une attaque sur Taïwan, que
les sites de microprocesseurs ne soient plus en capacité de livrer l'Europe, il faut trouver d'autres solutions, il faut diversifier les fournisseurs. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui nous envoient des questions, encore une fois, à chaque fois. Merci à vous. Dans un instant, Marion Van Rottergem sera notre invitée. C'est la sortie aujourd'hui des mémoires d'Angela Merkel. Elle a beaucoup écrit sur le sujet et elle vous répondra aussi, nous répondra sur ces questions qu'on vient d'évoquer. On se dit à tout de suite et puis préparez-vous parce que c'est l'heure des chroniqueurs.